Oumarou Sissoko Embalo est un soi-disant général d'armée qui est à la tête de la Guinée-Bissau pour le malheur du grand peuple africain de Guinée-Bissau. Oumarou Sissoko Embalo, arrivé au pouvoir par une prestation de serment le 27 février 2020, après un processus électoral hautement rempli de trucage, de fraude, de tricherie, de corruption, Oumarou Sissoko Embalo s'est retrouvé, en vertu des principes de la moribonde CEDEAO, projeté à la tête de l'organisation régionale d'alors, qui, avec 15 pays, parmi lesquels le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Oumarou Sissoko Embalo, devenu président de la CEDEAO, brilla par 3 caractéristiques essentielles. Première caractéristique, il exécuta tout le temps qu'il était à la tête de la CEDEAO les ordres directs et explicites du néocolonialisme français. Il alla même jusqu'à avoir le ridicule de se déshabiller publiquement sur ordre du président français. Ça, tout le monde a vu. Visitant Bissau, le président français Emmanuel Macron enlève sa veste et la confie à un des membres de son protocole. Séance tenante, urbi et orbi, publiquement, devant le monde entier. Il se retourne et demande à Embalo de tomber sa veste. Embalo, qui est dans son pays, la Guinée-Bissau, exécute l'injonction macronienne et se déshabille, tombe sa veste aux grandes dames des Bissau-Guinéens, des Bissau-Guinéennes humiliés par ce comportement farcesque, carnavalesque, ce comportement don quichotesque, ce comportement farfelu, eh bien, du parvenu à la tête de la grande Guinée-Bissau, du camarade Amilcar Cabral. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, l'homme va briller par une tentative de participer à toutes les opérations d'agression contre les pays dirigés par des Africains déterminés à servir leur peuple. Tous les pays ouest-africains qui ont choisi de servir la souveraineté africaine, les intérêts stratégiques et les intérêts vitaux de l'Afrique, ces pays seront attaqués par Embalo. Et à cette occasion, Embalo sera auteur d'une proposition inouïe. Il sera auteur d'une proposition inouïe et je voudrais vous rappeler cela parce que quand le temps passe, il y a certains qui oublient. Voici ce que Embalo préconise pour tout pays dans lequel les dirigeants ne font pas les 4 volontés du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, de la propagande démocratique occidentale, eh bien, cornaqué par l'ONU, cornaqué par l'Union européenne et tous ses satellites. Embalo va recommander la chose suivante. Nous allons donner la parole à l'histoire pour que tout le monde sache ce que Embalo avait préparé pour les autres. Monsieur Embalo, prenez la parole. Que devait-il se passer dans tout pays où on ne respecte pas correctement la loi, selon vous? C'est la principale annonce de cette conférence de presse tenue à l'instant par Emmanuel Macron et son homologue de Guinée-Bissau. Que devait-on faire dans tout pays qui ne respecte pas? Ce dernier est actuellement à la tête de la CEDEAO, Voilà. la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en première ligne en cas de crise et de coup d'État. Ça a notamment été le cas au Burkina Faso, en Guinée, mais aussi au Mali récemment. Extrait. Je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table. En création d'une force anti-putsch. Ouais. On est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable de coup d'État. Ah bon? On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures pour arriver chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Ah bon? Voilà, conférence de presse suivie notamment par Gauthier Ribinski. Gauthier, après le G5 Sahel contre les groupes djihadistes, voici la force anti-putsch contre les coups d'État. Donc, je m'arrête là. Cet individu a prétendu que dans tout pays où il y a un coup d'État, que ce soit un coup d'État civil perpétré par quelqu'un qui n'est pas militaire ou un coup d'État militaire perpétré par un militaire, la CEDEAO désormais va envoyer des militaires pour établir l'ordre constitutionnel.
Or, que vient de faire Embalo? Embalo a dissous par 2 fois l'Assemblée nationale de son pays, uniquement parce que cette Assemblée nationale n'était pas à sa botte et qu'il avait perdu les élections législatives. Embalo s'est permis de faire qu'actuellement la Guinée-Bissau n'a pas d'Assemblée nationale. Depuis le mois de décembre 2024, la Guinée-Bissau n'a pas d'Assemblée nationale. Alors que la constitution bissau-guinéenne, que j'ai dûment consultée, interdit de modifier, de dissoudre l'Assemblée nationale, de dissoudre le Parlement dans le dernier trimestre avant le départ du président sortant. Embalo a été investi président de la République de Guinée-Bissau le 27 février 2020 pour 5 ans. Il s'ensuit que le 27 février 2025, le mandat d'Embalo s'achève. Et il s'ensuit qu'en décembre 2024, Embalo n'était pas en droit. Et d'ailleurs, 6 mois avant la fin de son mandat, il n'était plus en droit de mettre fin à l'Assemblée nationale. Or, c'est ce qu'il a fait. La constitution de la Guinée-Bissau est pourtant très claire sur le sujet. J'ai publié les extraits de la constitution. Et notamment, j'ai publié les extraits de la constitution, je vais vous les retrouver. Et que l'Afrique va être victime. Et vous en lire, je vais vous les retrouver et vous les lire. Je les ai publiés. Je les ai publiés sur ma page Facebook. À l'accomplir. Sur ma page Facebook. Rien que pour vous rappeler qu'Embalo a bel et bien perpétré un coup d'État. Alors, il est dit dans la constitution bissau-guinéenne, il est dit ceci. Le mandat du président de la République est de 5 ans. Le président de la République ne peut être, ça c'est l'article 66, le président de la République ne peut être candidat ni à un 3e mandat consécutif, ni au cours des 5 années suivant la fin de son 2e mandat. Si le président de la République renonce à ses fonctions, il ne peut se présenter aux élections suivantes, ni à celles organisées dans les 5 années qui suivent. L'article 67 dit « Le président de la République élu est investi en séance plénière de l'Assemblée nationale populaire par son président. Il prête le serment suivant. Je jure sur mon honneur de respecter la Constitution et les lois, l'indépendance et l'unité de la nation, de consacrer mon intelligence et mes énergies au service du peuple de Guinée-Bissau et de remplir avec fidélité les devoirs de la haute fonction à laquelle j'ai été choisi. » Or, que fait Embalo? Cette Assemblée nationale devant laquelle il a prêté serment, le 27 février 2020, il l'a dissoute. Il n'y a plus d'Assemblée nationale. Il décrète que lui, il est président de la Guinée-Bissau jusqu'au 30 novembre 2025. Quelle est la justification constitutionnelle de la période qui va du 27 février 2025 jusqu'au 30 novembre 2025? Aucune. Par conséquent, Umaro Sissoko Embalo est responsable d'un coup d'État constitutionnel. Et comme il est militaire, c'est à la fois un coup d'État civil et un coup d'État militaire. C'est un coup d'État civilo-militaire. Si on suivait donc Embalo dans sa propre logique, il faudrait que la force anti-putsch de la CEDEAO aille le renverser, le déposer, pour faire organiser des élections, afin que un Bissau ou une Bissau guinéenne réellement élue par le peuple exerce le pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La CEDEAO n'a même pas envoyé une force. La CEDEAO n'a même pas menacé d'attaquer militairement la Guinée-Bissau, alors qu'elle avait menacé d'attaquer militairement le Niger. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Elle a dépêché une mission pour essayer d'aplanir le différend entre l'opposition bissau-guinéenne et le pouvoir Embalo. Pendant que la mission de la CEDEAO était à Bissau, Embalo l'a menacé de coups et blessures. Embalo a dit publiquement que la CEDEAO ne fait pas la loi en Guinée-Bissau. Embalo a donné 24 heures aux diplomates de la CEDEAO pour quitter le territoire bissau-guinéen. Et Embalo vient de déclarer qu'il est candidat à sa propre réélection. Après avoir déclaré publiquement et solennellement, il y a 3 mois à peine, qu'il ne sera pas candidat à sa réélection. Donc Embalo est doublement coupable de violation de la constitution de Guinée-Bissau. D'abord, premièrement, parce que sa dissolution de l'Assemblée nationale est illégale.
elle a été faite hors délai. Il faut voir surtout l'article 66 de la Constitution. J'ai regardé l'article 66 de la Constitution qui parle vraiment des conditions dans lesquelles une dissolution peut avoir lieu. Il ne l'a pas respecté. L'article 66 de la Constitution de Guinée-Bissau, monsieur ne l'a pas respecté. Cet article dit, voilà, les articles de la Constitution de Guinée-Bissau précisent que dans les 6 mois, et pour certains, dans les 3 mois avant la fin du mandat, le président ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, il a fait un coup d'État contre la Constitution à 2 points de vue. Premièrement, il a dissous l'Assemblée nationale. Et deuxièmement, il vient de s'octroyer une prolongation de mandat présidentiel qui n'est pas prévue par la loi entre le 27 et le 30 novembre. 2 violations flagrantes. Mieux, entre-temps, le Conseil constitutionnel ou Cour suprême de la Guinée-Bissau a essayé de trancher dans l'affaire en disant que désormais, le mandat du président Umaro Sissoco Embalo prend fin le 4 septembre 2025. Même la décision de son propre Conseil constitutionnel croupion, de sa propre Cour suprême croupion, Embalo a décidé de ne pas respecter. Ça fait 3 violations. Il vient de violer la décision de la Cour suprême de Guinée-Bissau. Ça fait même 3 violations. 1. Dissolution illégale de l'Assemblée nationale. 2. Prolongation illégale de son mandat présidentiel. 3. Refus de respecter la décision de la Cour suprême de l'ordre constitutionnel bissau-guinéen. Eh bien, qui lui dit, bon, ok, ton mandat s'arrête le 4 septembre. Décision qui elle-même est une décision de violation de la Constitution par la Cour constitutionnelle. Voilà la situation en Guinée-Bissau. Où sont donc la force anti-putsch de la CEDEAO? Où sont donc les 1500 militaires que Ouattara voulait envoyer au Niger pour chasser les dirigeants du CNSP et restaurer Mohamed Bazoum? Où sont donc les patrons français, européens, américains de la CEDEAO qui poussaient littéralement et qui pistonnaient le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, eh bien de Tinubu, de Patrice Talon et de Ouattara pour attaquer le Niger? Où sont tous ceux qui ont harcelé le Mali et le Burkina, menacé de coups et blessures les dirigeants de ces pays pour le rétablissement d'un ordre constitutionnel en faveur de la France-Afrique? Où sont-ils pour agir en Guinée-Bissau? Silence radar. Umaro Sissoco Embalo vient d'être pris à son propre piège. Et désormais en Guinée-Bissau, je peux vous le dire sans risque de me tromper, l'homme le plus recherché de Guinée-Bissau s'appelle Umaro Sissoco Embalo. Les 3 violations de la Constitution dont il est coupable font de lui le wanted de la Guinée-Bissau. Or, en Guinée-Bissau, les chefs d'État qui se sont amusés à piétiner ce peuple révolutionnaire, ils ont fait long feu. Je recommence. En Guinée-Bissau, tous les chefs d'État qui se sont amusés à piétiner ce peuple révolutionnaire ont fait long feu. Une 3e fois. En Guinée-Bissau, tous les chefs d'État qui se sont amusés à piétiner le peuple révolutionnaire de la Guinée-Bissau ont fait long feu. Embalo vient en réalité de décréter la fin chaotique de son pouvoir. Umaro Sissoco Embalo vient de se tirer une balle. Pas seulement au pied. Umaro Sissoco Embalo vient de se suicider politiquement en Guinée-Bissau. Vous pouvez écrire cela et noter la date. Nous sommes le 4 mars. Le 4 mars 2025. Je vous annonce que M. Umaro Sissoco Embalo vient de se suicider politiquement. Écrivez ça. Tilana. Et maintenant, vous allez voir cela s'accomplir. Alors, monsieur qui maintenant se dresse contre le peuple bissau-guinéen, qu'il traite comme un peuple d'esclaves, alors que c'est l'un des peuples les plus courageux et les plus résistants du monde, qui a bouté de son territoire le colon portugais grâce à la grande lutte du PAIGC, du camarade Amilcar Cabral. Eh bien, Umaro Sissoco Embalo veut tromper l'opinion. L'opinion bissau-guinéenne, l'opinion africaine et mondiale. Qu'est-ce qu'il fait? Premier voyage, il va en Russie chez le président Poutine pour lui dire « Aidez-moi militairement, on veut m'attaquer, on veut me renverser pour imposer des néocolonialistes, des valets, des satrapes de l'impérialisme en Guinée-Bissau. » Président Poutine
venez m'aider. Vous savez, je suis assis dans le fauteuil du camarade Amilcar Cabral, qui était un grand combattant de la liberté de l'Afrique. Je suis son digne héritier. Il dit ça à Vladimir Poutine, qui est un excellent connaisseur des luttes d'indépendance de l'Afrique. Puisque, en tant qu'officier du KGB, Vladimir Vladimirovich Poutine a participé à plusieurs mouvements de libération africains, comme conseiller militaire. Il était dans les années 70, 60 et même 80, au Congo, en Guinée-Bissau, en Angola, au Zimbabwe. Il a écumé l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Vladimir Poutine, que vous voyez là, est un ancien colonel du KGB qui a été un conseiller militaire des mouvements de libération africains. Lui, il sait très bien que Embalo est un traître. Il sait très bien qu'Embalo est un caniche de la France-Afrique. Il sait très bien que Embalo est un homme indigne de confiance. C'est quelqu'un qui raconte à chacun ce qu'il lui faut pour lui récupérer des avantages. C'est un opportuniste, un profito-situationniste, un bourgeois comprador, un ennemi de la libération africaine. Le président Vladimir Vladimirovich Poutine le sait. Donc quand Embalo parle dans l'oreille droite de Poutine, ça sort par son oreille gauche. Il est donc allé en Russie, croyant par là tirer le tapis sous les pieds de ses adversaires politiques en leur coupant en quelque sorte le soutien de Moscou. Mais il y a un fait fondamental dans la politique de Moscou en Afrique que je voudrais souligner, pour ceux qui ne le savent pas. Mais Moscou n'aide personne à faire un coup d'État. Dans la ligne de Moscou, celui qui veut faire un coup d'État dans son pays doit compter sur le soutien de son peuple. Si vous avez le soutien de votre peuple, et que vous êtes un militaire, et que vous faites un coup d'État qui a le soutien populaire, il est probable que Moscou vous soutienne. Parce que Moscou, dans sa ligne géostratégique et géopolitique en Afrique, ne respecte que les leaders qui ont une assise populaire. Moscou ne s'engage qu'avec des leaders qui ont une assise populaire. Sinon, avec tous les autres, ils font des affaires. Les Russes font des affaires. Vous êtes au pouvoir. Il y a une affaire que les Russes peuvent faire avec vous, ils la font. Ils ne jugent pas en bien ou en mal de votre politique. Si par contre, vous prenez le pouvoir avec le soutien de votre peuple, la Russie vous soutient mieux que si vous êtes au pouvoir contre votre peuple. Quand vous êtes au pouvoir contre votre peuple, la Russie se contente de faire ses affaires avec vous. Dans un pur pragmatisme, sans le moindre jugement moral sur votre pouvoir. Voilà comment la Russie, elle coopère avec le Cameroun de Paul Biya, dans la mesure de ce que le Cameroun de Paul Biya veut coopérer avec elle. Elle coopère avec la Guinée équatoriale d'Obiangema, dans la mesure où Obiangema veut coopérer avec elle. Elle coopère avec toutes sortes de régimes politiques, sans tenir compte du fait que ce sont des régimes révolutionnaires ou des régimes antipopulaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, Embalo se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule s'il pense que la Fédération de Russie va le soutenir contre le peuple bissau-guinéen. Parce que la Fédération de Russie a eu le temps d'observer qui est Embalo. Elle a vu le rôle nocif joué par Embalo contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre le Niger, qui sont des alliés sincères, loyaux, fidèles et courageux de la Fédération de Russie. La Russie a vu ça. Elle sait très bien que c'est un renégat, que c'est un individu farfelu, un individu sournois, hypocrite, lâche. C'est un individu qui incarne la vomissure de la politique africaine. Donc, il va à Moscou, il croit tromper Moscou et effrayer ses opposants, mais il se trompe lui-même et il s'effraie tout seul. Moscou ne sauvera pas Embalo. Moscou ne se battra pas pour Embalo. Moscou sait que c'est un voyou politique, notoire. Écrivez ça. Quand il a fini d'aller à Moscou, Embalo révèle son vrai visage. Il court à Paris. Il s'en va rassurer le président Emmanuel Macron. N'ayez pas peur, monsieur le président. Je suis allé là-bas, c'est pour demander à Poutine de m'aider un peu et de ne pas aider mes opposants. Mais sinon, je suis avec vous. Vous savez, moi, j'ai déjà signé avec l'OTAN. Je vais mourir avec l'OTAN. Je suis avec vous. C'est ce qu'il allait dire à Paris, Embalo. Il va voir Poutine. Hey, President Putin, please help me. I need you to help me. Help me a lot. I am an anti-colonialist. I am a revolutionarist. President Putin, you have to help me. I am a great camarade. Hey. Poutine le regarde seulement. Quand il a fini, on lui jette une ou deux miettes. Il monte dans son avion, il s'en va. Il arrive à Paris. Hey, President Macron,
Ne vous fassez pas. Je ne suis pas aligné derrière Poutine. Je suis allé seulement les voir s'il peut me donner quelques armes moins chères et s'il peut menacer mes opposants. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Sinon, mon cœur n'est pas à Moscou. Moi, je suis parisien. Je suis un parisiano completo. Hein? Voilà l'homme. Il va chez Poutine. Il veut passer pour un anticolonialiste, un anti-impérialiste. Il croit qu'il a trompé Poutine. Poutine a tous les renseignements sur lui. Il sait que c'est un voyou. Il se lève, il prend son avion, il va à Paris. Il se met à flatter Macron. Mais Macron n'a pas son temps. Macron n'a pas son temps. Il l'entend lui aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour lui, Macron? Rien. Est-ce que la France a pu sauver les dirigeants bissau-guinéens qui ont eu des problèmes avec le peuple bissau-guinéen? Pas un seul. La France n'a pas pu sauver un seul dirigeant bissau-guinéen. Et ce n'est pas elle qui va sauver Embalo. Là où il est là, Embalo a signé un contrat dangereux, tragique avec le peuple bissau-guinéen. Il a signé un contrat dangereux, tragique avec l'armée bissau-guinéenne. Ce qu'il cherche là, il va voir. Nous tous, on sera assis ici. On va voir ça arriver. Embalo a passé les limites. Il a passé les bornes. Pas seulement de l'opposition politique civile, mais il a même passé les bornes de la tradition militaire bissau-guinéenne. Son départ du pouvoir est le seul sujet à l'ordre du jour dans tous les cerveaux à Bissau. Écrivez ça. La chute d'Embalo est le seul sujet à l'ordre du jour dans tous les cerveaux à Bissau, y compris dans les cerveaux de ceux qui prennent sa garde le soir quand il se met à dormir. Il ne rêve que de le faire tomber, car il remplit tous les critères pour être un ancien dirigeant de Guinée-Bissau. Tous ceux qui, depuis plusieurs siècles, se sont amusés à exterminer, à déporter, à massacrer les Africains, sont maintenant en train de payer sur le plan de la justice cosmique. La justice du siècle des siècles est de retour sur la terre. Elle avait allongé ses délais de réaction. La justice cosmique vient de raccourcir ces délais de réaction. Nous sommes à une époque hautement karmique, que les spiritualistes appellent l'ère du Verseau. Nous sommes à l'époque où le boomerang va vite. Nous sommes à l'époque où la loi d'action-réaction se manifeste au grand jour. Nous sommes à l'époque où les vagues tragiques de la mémoire refluent vers le présent, revenant du passé où on les croyait à jamais ensevelis. Nous sommes à l'époque de la rédemption des peuples spoliés. Un nouvel équilibre planétaire est à l'œuvre sur la Terre. Volodymyr Zelensky se croyait tout-puissant. À la manière de Nabuchodonosor dans le texte biblique, Zelensky se croyait intouchable. Il était habité par le syndrome de Nimrod. Il avait construit une immense tour de Babel et croyait pouvoir chatouiller tranquillement les pieds de Dieu en personne avec le sommet de sa tour. Zelensky était un homme gargarisé, imbu de sa toute-puissance. Quand il était soutenu par l'administration démocrate de Joe Biden. Quand il avait derrière lui toute, la smala d'Obama. Quand il avait derrière lui une partie du lobby militaro-industriel et capitalistique américain qui constitue ce qu'on appelle dans certaines terminologies le Deep State. Quand tous ces gens-là qui manipulent les grandes décisions de l'Occident et qui par là veulent contrôler ad vitam aeternam toute la planète, quand tout cela mettait à la disposition de Zelensky les moyens de la guerre de l'OTAN contre la Russie, Zelensky se croyait intouchable. Dans son intouchabilité, qui pourtant était amplement imaginaire, artificielle et surfaite, Zelensky s'associa en Afrique à Al-Qaïda et à l'État islamique pour attaquer le berceau de l'humanité. Oui, en juillet 2024, à Tinzaouaten, dans le nord de notre terre bénie du Mali, Volodymyr Zelensky revendiquait ouvertement, en mondovision, à travers un haut responsable de ses services de sécurité et de défense, et à travers l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, sa participation aux côtés des groupes terroristes Al-Qaïda, l'État islamique, MNLA, et de l'État qui est bien sûr la base arrière principale des terroristes
au niveau du Maghreb, à savoir l'Algérie, Zelensky revendiquait une attaque terroriste contre l'armée malienne sur le sol malien. Il revendiquait cette attaque comme étant un moyen d'ailleurs de régler les comptes avec les alliés russes de l'armée malienne qui, avec des dizaines de nos soldats, des forces armées maliennes tombèrent au champ d'honneur. Ce que Zelensky ignorait, c'est que l'Afrique de ce temps n'est pas l'Afrique du XXe siècle, du XIXe, du XVIIIe, du XVIIe, du XVIe ou du XVe. C'est une Afrique en renouvellement. C'est une Afrique en résurrection. C'est une Afrique en remontée de puissance. C'est une Afrique bénie. C'est une Afrique de mieux en mieux éveillée. C'est une Afrique qui monte en souveraineté et que rien ne pourra arrêter. Zelensky n'avait pas vu que cette Afrique-ci, ce n'est pas celle de la guerre froide, ce n'est pas celle de la colonisation, ce n'est pas celle de la traite négrière. C'est l'Afrique du XXIe siècle cosmique. Voici que M. Zelensky a connu en très peu de temps 3 catastrophes. Sur le terrain, une succession de défaites militaires avec la perte d'une partie importante du territoire de l'Ukraine. Ça, c'est un. Sur le terrain diplomatique, la plus grande humiliation qu'un dirigeant ukrainien ait jamais subie depuis que l'Ukraine existe a été subie par Zelensky dans le bureau ovale de la présidence des États-Unis à Washington, il y a à peine une semaine. Donald Trump, flanqué de son vice-président J.D. Vance, a administré une fessée diplomatique publique à l'impertinent président ukrainien. Ce qu'il ne voyait pas, dans les bruits des baffes qui s'abattaient sur lui, dans les coups de fouet que Trump et Vance lui appliquaient, ce que Zelensky ne voyait pas, c'était la chicotte transcendantale de l'Afrique. C'était la main de la justice cosmique qui le frappait à travers Trump. Parce que ce n'est pas par amour pour l'Afrique que Trump a frappé Zelensky, que J.D. Vance a frappé Zelensky. C'est guidé par des forces qui les dépassent. Trump et J.D. Vance reprochent à Zelensky de les encourager à aller vers la Troisième Guerre mondiale. Ils reprochent à Zelensky d'avoir obéi aux ordres stupides de l'OTAN et d'avoir provoqué des millions de morts. Ils leur reprochent de mener une guerre dont ils n'ont pas les moyens. À Zelensky, à l'Union européenne et à l'OTAN. Ces paroles ne peuvent pas avoir été prononcées par de simples dirigeants américains. Elles ont été prononcées par des hommes habités par la justice des siècles. Écrivez ça. Tilana Yome Kalbe. Les mots prononcés par Trump sur Zelensky n'étaient pas que des mots de Trump. Les mots prononcés par J.D. Vance, qui ne sont pas des amis de l'Afrique, je vous préviens. Ces mots sont des mots qui les dépassent. Ils ont été les porte-voix de la justice cosmique. La preuve, alors que la politique internationale de Trump envers l'Afrique, par exemple, est franchement dégueulasse. Alors que sa politique internationale envers la Chine est dégueulasse. Sa politique internationale avec tous les grands partenaires de l'Amérique est dégueulasse. Les 3/4 du monde se sont réjouis de la leçon infligée à Zelensky par Donald Trump. Alors, répondez à la question suivante. Pourquoi, alors que nous sommes critiques envers la politique africaine de Trump, envers la politique même européenne de Trump, la politique asiatique de Trump, nous sommes même critiques envers la politique russe de Trump. Bref, la politique étrangère de Trump est pleine d'incohérences. Ok. Mais pourquoi les 3/4, et même plus des 3/4 de la planète, se sont-ils réjouis du traitement infligé à Zelensky? Parce que les 3/4 de la planète ont été choqués par le 2 poids 2 mesures des dirigeants occidentaux soutenant Zelensky, en sachant très bien que ce n'était pas pour l'intérêt de l'Ukraine. C'était pour exploiter les minerais, exploiter les terres rares ukrainiennes, et c'était en réalité pour utiliser Zelensky comme un moyen pour soumettre la Russie et dominer davantage le monde. Ce n'a jamais été par amour du peuple ukrainien que l'Union européenne, que l'OTAN, que les États-Unis d'Amérique sous Biden se sont engagés derrière l'Ukraine. C'était pour eux-mêmes. Donc, les paroles de Donald Trump et de J.D. Vance ont touché le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes éveillées de cette planète. Non pas parce que Trump et Vance sont des hommes recommandables. Non, ils ne le sont pas du tout. À plus de 90%, je ne partage pas leurs idées. À plus de 90%. Ils sont imbuvables. Trump et son type Vance. Rien que sur un seul point, si je les prends sur ce seul point-là, ils me sont insupportables. Voilà des descendants des fils d'immigrés,
de blancs européens immigrés aux États-Unis qui s'en vont bâtir toute leur politique étrangère sur la chasse aux migrants. Trump est un descendant d'Allemands. Son père était un immigrant, un immigré allemand. De quel droit, lui, il peut se comporter aux États-Unis comme quelqu'un qui a plus de droits qu'un Camerounais qui arrive aux États-Unis? Il a plus de droits qu'un Camerounais qui arrive aux États-Unis en quoi? Il est descendant d'immigrés. Donald Trump. J.D. Vance, là, ce n'est pas un descendant d'Indiens d'Amérique, c'est un descendant d'immigrés. Bon, il nous parle là, l'Europe est envahie par les migrants, le problème des États-Unis, c'est l'invasion migratoire. Eux-mêmes, ils sont quoi? Trump et son vice-président sont des descendants de migrants. C'est vrai ou c'est faux? On connaît les populations autochtones des États-Unis, qu'on a appelées abusivement d'ailleurs les Indiens d'Amérique, et qu'on appelle les Native Americans, qui ont été exterminés par les colons européens, qui leur ont volé leurs terres, après les avoir rasés, parqués dans les réserves, éliminés, esclavagisés. Donald Trump ne peut pas, en tant que descendant de colons ou d'immigrés européens, tenir une politique contre les immigrants, car il est lui-même issu de l'immigration. Et c'est cette objection facile qu'on peut retourner à des gens comme, comment il s'appelle ici, Moussa. Il ne sent même pas ça dans son nom. Moussa Gérard Darmanin. Il était ministre de la Justice. Oui, il était quoi? Ministre de l'Intérieur ici. Moussa Gérard Darmanin. Et puis il traque les migrants, les immigrés. Lui, il est quoi? Il est descendant d'immigrés. Son prénom le lui rappelle. Moussa. Et quand on l'a enlevé brièvement du ministère de l'Intérieur, M. Darmanin s'est souvenu que s'il avait utilisé trop son nom, Moussa, il n'aurait pas eu de carrière politique en France. Regardez des gens comme ça. Trump, est-ce qu'il se souvient que son père était un Allemand? Son père n'est pas un Iroquois. Son père n'est pas un Aztèque. Son père n'est pas un Chihuahua. Son père n'est pas un Séminole. Un Allemand. Donc, je tiens à vous dire que quand je soutiens la fessée de Zelensky par Trump, ce n'est pas parce que je partage l'idéologie trumpienne. Je ne suis pas un trumpiste. C'est hors de question. Je ne suis pas trumpiste. Mais je ne suis pas non plus bideniste ou obamiste. Parce que globalement, les deux grandes familles de gouvernement aux États-Unis sont des familles qui sont abonnées à l'impérialisme. Sous des formes plus ou moins variées, ce sont des familles abonnées à l'impérialisme international. Comme on dit chez nous à Abidjan, il n'y a pas son bon dedans. Dans les présidents républicains ou démocrates américains, là, il y a tout et n'importe quoi. Bon, alors, je me ressente. Par contre, ce qui a été dit à Zelensky, l'Afrique des libertés approuve la fessée de Zelensky. À Mondovision à Washington. Toutes les Africaines et tous les Africains éveillés du monde entier ont bu du petit lait. Quand on a vu Zelensky humilié, nous avons senti l'honneur rendu aux victimes du terrorisme de Zelensky en Afrique. Ça, c'est la première raison. Quand les Africains du monde entier, ceux du moins qui sont éveillés et qui ont encore leur cerveau, ont vu Zelensky humilié à Washington, ils se sont souvenus que Zelensky a revendiqué de s'être associé à Al-Qaïda et à l'État islamique pour tuer les Maliens. Ils se sont souvenus que l'Occident a mis tous ses moyens derrière Zelensky pendant que le Congo se meurt, pendant que le Sahel se mourait, pendant que l'Afrique centrale est dévastée par les groupes de Boko Haram, issus des organisations terroristes créées et financées par les services occidentaux. Le monde entier a vu le 2 poids 2 mesures de l'Occident à l'occasion du conflit ukrainien. On a même vu le 2 poids 2 mesures de l'Occident dans l'intégration des Blancs ukrainiens en Europe par opposition à la répulsion et au rejet des immigrés venus d'Afrique, du Moyen-Orient et du Maghreb. Le monde entier a vu cela. Donc, il faut être d'une mauvaise foi, mais d'une mauvaise foi tellurique, pour ne pas dire que l'Afrique s'est réjouie. Il faut que Zelensky sache, il faut que le régime ukrainien sache que les Africains sont particulièrement heureux. Aujourd'hui même est tombée donc une décision complémentaire, c'est que l'administration Trump a décidé de suspendre son aide militaire à l'Ukraine. Or, suspendre l'aide militaire à l'Ukraine, c'est en réalité livrer l'Ukraine à une défaite certaine et encore plus totale que celle qu'elle a subie jusqu'ici. Je me souviens que la semaine passée, je vous ai donné une conférence après que Zelensky ait osé contredire publiquement Donald Trump,
dans le bureau ovale, j'ai dit que Zelensky serait lâché et que désormais Poutine chercherait à prendre Kiev. Qu'il chercherait à prendre pratiquement même 80% de l'Ukraine. D'autant plus que, quand je lis les échanges entre M. Poutine et M. Trump, il est question pour eux de faire tranquillement des affaires. Vladimir Poutine dit qu'une fois qu'il aura résolu le problème ukrainien, empêcher l'OTAN de s'installer en Ukraine, il est prêt à faire des affaires avec des hommes d'affaires américains sur les terres rares, c'est-à-dire entre autres les terres ukrainiennes. Vladimir Poutine va jusqu'à dire qu'il invitera son nouvel allié géopolitique international, Donald Trump, à lui faire des propositions pour qu'ils exploitent ensemble un certain nombre de terres rares et qu'ils ont beaucoup de choses à proposer si les États-Unis respectent les normes sécuritaires de la Russie. Donc, je vous le dis, mes chers amis, et je voudrais conclure là-dessus, nous allons assister au partage de l'Ukraine par les États-Unis et la Russie. Écrivez ça. Nous allons désormais là, malgré que Zelensky soit en train de freiner les quatre fers, on me dit qu'aujourd'hui même, il a fait une déclaration pour dire qu'il est prêt à signer. Il est prêt à signer des 4 mains. C'est trop tard. Nous allons assister à un partage de l'Ukraine là, entre les États-Unis et la Russie. C'est ce que nous allons voir. Il y aura une partie de l'Ukraine qui sera exploitée économiquement par les États-Unis avec l'accord de la Russie et dans le respect des normes sécuritaires de la Russie, et une autre partie de l'Ukraine qui va intégrer la Fédération de Russie. C'est ce à quoi nous allons maintenant assister. Et qui est coupable de cela? Un seul homme qui, en réalité, a accepté de se soumettre aux impérialistes américains et occidentaux. Cet homme-là s'appelle Volodymyr Zelensky. Écrivez ça. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est la démonstration que j'ai faite la semaine passée. Mais aujourd'hui, la prophétie, ou plutôt l'analyse, est en train de se confirmer. L'analyse est en train de se confirmer.